Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va découvrir le produit scalaire, essayer de bien comprendre ce qu'il représente et en donner une première définition. Donc dans produit scalaire, on entend bien le mot produit, c'est-à-dire l'idée de la multiplication. Et le produit scalaire, en fait, c'est une opération qui se fait entre deux vecteurs, qui est notée par un point, et dont le résultat est un nombre réel. Autrement dit, on va avoir deux vecteurs u et v, et puis on va faire u scalaire v. Le point peut se mettre au milieu ou bien en bas, et ça va être le produit scalaire qui est réel. Par exemple, le produit scalaire est utilisé en physique pour déterminer le travail d'une force sur un objet, c'est-à-dire l'énergie fournie par cette force à un objet qui se déplace de A jusqu'à B, qui sont deux points. Le travail, on va le noter W comme work en anglais. Et ce travail, en fait, c'est le produit scalaire de F et de AB. Donc W, ça va être un réel. Et puis, il va être donné grâce à la force et le vecteur AB qui correspond au déplacement. Dans ce chapitre, on va essayer de définir et d'étudier les propriétés du produit scalaire de deux vecteurs. Et dans cette vidéo, on va déjà s'occuper de la définition. J'ai un objet qui se déplace d'un point A jusqu'à un point B. On part du principe qu'il va se déplacer de façon rectiligne et uniforme, il n'y a pas de frottement. Et cet objet, qui là est un petit wagon, on peut imaginer qu'on l'attache à une ficelle. Et avec cette ficelle, on va pouvoir tirer le petit wagon dans un sens ou dans l'autre pendant qu'il est en train de se déplacer. Je symbolise la ficelle et la façon dont je tire la ficelle avec un vecteur F qui va être la force que j'applique à mon objet. Je peux tirer la ficelle bien sûr dans le sens dans lequel l'objet se déplace. Et si je fais ça, je vais donner de l'énergie à l'objet. Et donc, la force travaille en donnant de l'énergie. Le travail va être positif. Je peux aussi décider, au contraire, de tirer avec la ficelle dans le sens contraire du déplacement, ce qui va contribuer bien évidemment à freiner mon objet, c'est-à-dire à lui enlever de l'énergie. Autrement dit, le travail de cette force sera négatif. Ce qui va me permettre de savoir si le travail est négatif ou positif, c'est de regarder est-ce que la force contribue au mouvement ou bien est-ce qu'elle le gêne. Donc ça c'est la première chose. Si la force est collinaire et de même sens avec le déplacement, le travail sera positif, le produit scalaire va être positif. Et si la force est collinaire mais de sens contraire au déplacement, eh bien le travail sera négatif, autrement dit le produit scalaire sera négatif. Ça nous donne une information seulement sur le signe, et seulement dans le cas où la force est collinéaire au déplacement. Donc, avant d'aller voir ce qui se passe quand c'est pas collinéaire, regardons déjà si, dans le cas collinéaire, est-ce qu'on est capable de trouver la valeur. Qu'est-ce qui va faire que la force travaille plus ou moins? Revenons au schéma. Si j'exerce sur cet objet une force très faible, je tire très doucement sur la corde, je ne vais pas transmettre beaucoup d'énergie à l'objet. Par contre, si je tire très fort sur la corde et que donc je mets une grande force motrice, eh bien je vais donner beaucoup d'énergie à mon objet. Donc l'intensité de la force joue sur le résultat du produit scalaire. De la même façon, si la force gêne le déplacement, en tirant un tout petit peu sur la corde, j'enlève peu d'énergie. Alors que si je tire très fort sur la corde, je vais enlever beaucoup d'énergie à l'objet. Donc dans ces cas-là, la force travaille beaucoup, mais en étant négative. Donc là, ça me permet d'avoir et le signe et la grandeur, en fait. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut regarder, c'est que je me suis déplacé du point A au point B en faisant agir cette force. Mais si A et B sont très proches, la force ne va pas travailler dans une grande longueur. Donc elle va moins travailler que si elle doit travailler pendant toute la durée d'un trajet qui va de A jusqu'à B et que A et B sont très éloignés. Donc une deuxième chose qui va agir sur le travail de la force, et donc sur le produit scalaire, puisque c'est ça qui nous intéresse, c'est la distance entre A et B. Je résume, il y a deux choses qui vont pouvoir influer sur le résultat, au-delà de son signe, et les deux choses qui vont pouvoir influer sont si la force est plus importante
Et si le trajet est plus long, le résultat sera plus grand. Alors quand je dis plus grand, ça peut être plus grand dans les positifs, si la force et le déplacement sont collinaires et de même sens, ou bien plus grand dans les négatifs, à condition que la force et le déplacement soient collinaires et de sens contraire. Donc on a toutes les informations au cas où la force est collinaire au déplacement, dans un sens ou dans l'autre. Mais que se passe-t-il si la force n'est pas collinaire au déplacement? Si la force n'est pas collinaire au déplacement, revenons à nouveau à notre schéma. Par exemple, si la force est représentée ainsi, eh bien, je suis un petit peu embêtée pour savoir est-ce qu'elle va aider ou pas le déplacement. Pourtant, intuitivement, je comprends bien que là, elle aide le déplacement parce qu'elle va dans le bon sens. Et puis si je la mets comme ceci, eh bien, elle va gêner le déplacement parce qu'elle n'est pas dans le bon sens. Mais mathématiquement, c'est pas très précis de dire ça. Alors qu'est-ce qui va faire qu'on est dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Qu'est-ce qui va faire que ça aide ou que ça gêne le déplacement? Eh bien, la limite, elle va se situer ici. Autrement dit, lorsque la force va faire un angle droit avec le déplacement. Donc, on va essayer de faire apparaître ça. Si jamais la force dans le sens du déplacement, ça va être positif, et dans le sens contraire, ça va être négatif. Mais de quelle grandeur? C'était facile lorsque f était collinéaire. Mais une fois que f n'est plus collinéaire, quelle est la partie de f qui va contribuer ou gêner le déplacement? Eh bien, pour le savoir, il suffit de décomposer f en une partie qui va être collinéaire à AB et une autre partie qui va lui être perpendiculaire. Ici, la force F peut être décomposée en une partie qui est collinéaire à AB, que j'ai mis en vert, et une partie qui lui est perpendiculaire, que j'ai mis en rose. Ainsi, il n'y a que la composante verte qui va agir, qui va fournir un travail. Mais cette composante verte, comment la trouver? On n'est plus très loin de trouver la solution. Il faut qu'on réfléchisse à la trigonométrie. Ici, j'ai un triangle rectangle, et donc la composante verte ici, quelle est sa longueur? Comme je connais la longueur de f, donc la norme du vecteur f, que me faut-il pour trouver la longueur verte? Et il me faut simplement l'angle. Et je vais avoir besoin de lui donner un nom. Alors on va dire que c'est l'angle qui va du vecteur AB jusqu'au vecteur f. Je vais pouvoir dire que la composante verte, c'est la longueur de la force F, donc la norme de la force F, fois le cosinus de l'angle qui va du vecteur AB jusqu'au vecteur F. Et voilà, grâce à ça, dans mes calculs, lorsque j'aurai une force qui ne sera pas collinéaire au déplacement, je ne considérerai que sa partie collinéaire au déplacement, et donc je remplacerai la force F simplement par sa composante qui est collinéaire au déplacement. Alors, est-ce que ça fonctionne toujours lorsque la force gêne le déplacement? Si la force est comme ceci, je reprends la trigonométrie et là je me demande quelle va être la longueur de la composante verte. Si je garde la même formule, voyons voir si ça fonctionne. Norme de f fois le cosinus de AB jusqu'à f, on dit l'angle orienté de vecteur ABF. Dans ces cas-là, l'angle orienté de vecteur va de AB jusqu'à f. Eh bien, je vais bien retrouver l'idée du cosinus, ce qu'on a vu dans le cercle trigonométrique. Le cosinus va être négatif, et donc j'aurai la bonne longueur, et ça me donnera un résultat négatif ici, à cause du cosinus. Donc c'est très bien, parce que cette formule-là va me permettre à la fois de tenir compte de la longueur, mais aussi du sens. Si la force n'est pas collinéaire au déplacement, la seule composante de la force qui est collinéaire au déplacement va aider ou gêner le mouvement. Donc il faut décomposer la force pour trouver le travail, et donc trouver le produit scalaire. Ainsi, on va pouvoir avoir une définition qu'on va garder de façon générale dans notre cours de mathématiques pour n'importe quel vecteur U et V. Le produit scalaire de U et V, c'est un nombre réel, ça vous gardez bien en l'esprit que c'est un nombre réel qui est noté U.V et U scalaire V égale la norme de U fois la norme de V fois
le cosinus de l'angle UV. Pour la suite, rendez-vous dans les prochaines vidéos. À bientôt sur la chaîne de la PPM.